Et bienvenue à tous sur ma chaîne Actu Politique. Aujourd'hui, on va revenir sur la nomination du nouveau gouvernement Barnier, le nouveau gouvernement loser, ou comme dirait Philippe Poutou. Non, bah là, il y a que des têtes d'autocar, là. Enfin, je sais pas comment vous dire. Si vous vous êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, commentez, activez la cloche, et c'est parti. Tout d'abord, pour présenter ce gouvernement de bras cassés, on va commencer par Michel Barnier, le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est qui? Donc dernièrement, il s'était présenté à la primaire de la droite en 2021-2022, donc pour se présenter. Il a même pas gagné. Il est arrivé, il me semble, troisième ou quatrième dans un mouchoir de poche avec Xavier Bertrand. Il est arrivé donc troisième, il me semble, derrière Ciotti, un loser, et Valérie Pécresse, une loser, une loseuse, comme vous voulez, qui est arrivée donc du coup première lors de ses primaires, mais qui n'a pas fait les 5% requis pour être remboursé. C'était la première fois pour le parti de droite républicaine qu'un candidat ne faisait pas 5%. Donc voilà, Michel Barnier est issu de ça, donc elle n'était même pas majoritaire dans une droite qui se noyait littéralement et qui ne faisait même pas 5%. On va pas ensemble pouvoir revenir sur tous les ministères parce que déjà on va largement s'ennuyer. Et on va revenir sur quelques ministères stratégiques, par exemple celui de l'Intérieur ou de l'économie. On va parler aussi de l'éducation ou des affaires étrangères. Pour l'Intérieur, on va voir la passation de pouvoir entre les ministres et notamment revenir sur la déclaration de Darmanin. Même si c'est pas le nouveau gouvernement, c'est l'ancien, mais il y a quelque chose qui m'a choqué, on va commenter ensemble. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Je m'appelle Gérald Moussa Jean. Gérald Moussa Darmanin. En fait, si on écoute ce qu'il dit, c'est totalement vrai. En fait, il reconnaît un racisme systémique qui existe en France. Qu'on a un prénom d'origine, eh ben, finalement, on arrive moins à trouver du travail, on arrive moins à trouver un logement, on arrive moins à devenir élu parce que les gens ne vont pas voter pour vous si vous appelez Moussa Darmanin. Il a raison. Il a raison, mais est-ce qu'il se gauchise? Moi, je pense pas. Et en fait, ce que je lui reproche à Darmanin, c'est de ne l'avoir jamais dit avant. Et en plus, il a été ministre de l'Intérieur, de n'avoir rien fait, notamment face au contrôle aux faciès. Il était responsable de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Donc les belles paroles comme ça sert à quoi de les dire? Il veut se placer en fait à gauche de l'échiquier parce qu'il voit que le gouvernement va s'extrémiser, va aller à l'extrême droite et lui il veut rester un peu central et sort des petites phases comme ça. Moi je m'appelle Moussa Darmanin. Mais Moussa, c'est bien que tu sois fier de t'appeler Moussa. Mais fais des choses pour les autres Moussa. Le contrôle aux faciès, t'as rien fait. Les violences policières dans les quartiers, t'as rien fait du tout. L'année dernière, les manifestations des jeunes, notamment les révoltes urbaines, t'as pas pris le temps de parler avec les habitants. Et en tant que ministre de l'Intérieur, tu aurais pu le faire. Et tu n'as rien fait pour. Donc ces paroles, c'est des paroles
pour te placer politiquement sur un échiquier. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien de le dire, c'est bien de le reconnaître, mais il faut agir. Et maintenant, même un mec comme ça, qui ne fait rien pour, le reconnaît. Le racisme systémique en France existe bel et bien. Voilà. Et en parallèle, lors de cette passation de pouvoir, on voit Bruno Retailleau, donc, qui va indiquer la politique qu'il souhaite appliquer. Écoutez bien. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est ce qui nous donne une légitimité pour agir, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un qui dit qu'il a une légitimité et qui est obligé de le dire et l'affirmer, c'est en fait qu'il n'en a pas. Parce qu'en vrai, Retailleau, tu fais partie d'un groupe qui a fait 5% lors des dernières élections législatives. Donc tu n'as aucune légitimité. On va continuer. Constance politique. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. Je déteste ces politiques qui disent des banalités, pareil. La première priorité, c'est l'ordre. L'ordre et l'ordre. Mais déjà, tu te prends pour qui? Tu te prends pour un shérif? T'es pas un shérif, t'es un ministre de l'Intérieur. Arrête de sortir les bottes et les revolvers. Tu vas te calmer. Et deuxième chose, on veut voir des visions et des projets que tu souhaites mettre en place. Pas des banalités pareilles. On veut de l'ordre et de l'ordre. Mais tout le monde veut de l'ordre. Tout le monde. Tout le monde veut de l'ordre. Qui veut du désordre? Dites-moi, qui veut du désordre? Personne. On veut de l'ordre, partout. Mais on a des moyens différents de vouloir le mettre en place. Par exemple, sur le travail de la police, moi je pense que la prévention est beaucoup plus efficace que la répression. Voilà, on peut en discuter. Mais c'est mon avis. Voilà, je donne une idée. Je ne dis pas des banalités, pourtant je ne suis pas ministre. On va continuer. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. C'est encore des banalités. L'ordre pour la liberté, voilà, la restriction des libertés pour la liberté. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Alors bien sûr, pour conclure, pour terminer, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Jamais je ne raconterai d'histoire aux Français parce que la pente à remonter est rude. Ils disent tout ça, hein. On va dire la vérité, on va pas raconter d'histoire. Vous verrez, y a Lina qui avait fait un medley de tous les premiers ministres qui parlaient. Ils parlaient tous de on va dire la vérité. Mais c'est des banalités. Voilà, tout simplement. Et ce sera dur. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne peut pas se faire non plus à coups de menton. Il faudra de la persévérance, du professionnalisme, de la constance aussi. Mais il faudra, évidemment, bien sûr, du dialogue. Il a eu du mal à le dire, hein, le mot dialogue à la fin. Donc, en fait, souvent, les gens qui veulent sortir les gros bras, qui veulent montrer qu'ils en ont, etc., c'est souvent des gens qui, justement, sont tout le contraire. Parce que, comme quand il dit, hein, nous sommes légitimes. Quand on est légitime, on ne dit pas nous sommes légitimes. Quand on veut être fort dans son application des mesures qu'on veut mettre en place, on ne dit pas on veut de l'ordre. Non, on fait des choses et on propose des choses. Et c'est là où on va être fort, c'est en proposant des choses. En nommant Michel Barnier, Emmanuel Macron a dû lui dire une chose. Je te laisse.
la main de nommer, la possibilité de nommer qui tu veux, sauf sur un ministère où je resterai le boss, parce que ça fait plus de 10 ans que je gère ce ministère et que je veux garder la main dessus parce que c'est un ministère stratégique pour moi et mes copains. C'est le ministère de l'économie. Le nouveau ministre de l'économie, c'est qui? Antoine Armand. Je regarde parce que je ne le connaissais pas personnellement. J'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Et en fait, Antoine Armand, c'est un produit pur de la Macronie. Il n'existait pas avant. Et je ne sais pas s'il existera après, hein, sans doute pas. Mais donc, c'est quelqu'un qui doit tout à Emmanuel Macron, qui sera le nouveau ministre de l'économie. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui va être, le ministère Bercy donc va être connecté directement à l'Élysée et ce sera le ministère qui ne passera pas par Matignon où Michel Barnier n'aura pas la main dessus. Et pour prouver cette continuité de Bercy, qui de mieux que le ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie, pour le dire? On va écouter. Le ministère a porté parmi les plus grandes réussites de la dernière décennie et je veux évidemment saluer l'action de Bruno Le Maire. Waouh! Ton action, cher Bruno. Tu es resté C'est plus de 1000 milliards de dettes en plus, donc on le remercie pour ça. On écoute? 7 ans à Bercy. Grâce à ton travail, à ta détermination, le chômage est au plus bas depuis 40 ans dans notre pays. Le chômage de masse était le fléau de la France, nous n'en parlons plus en tant que tel. Les impôts des ménages et des entreprises ont baissé de 60 milliards d'euros. La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe et notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne. Alors qu'avant toi, cher Bruno, on la prenait en exemple. Pour ton courage, parce que tu as été successivement le ministre de la crise Covid, le ministre de la guerre en Ukraine, le ministre de la réindustrialisation aussi, parce que tu as agi en homme d'État, je veux te témoigner mon admiration et toute mon amitié. Et je veux te dire aussi, puisque tu m'as offert ce bâton, que je crois que nous partageons tous les deux le goût de l'altitude et le sang-froid de ceux qui marchent en haute montagne. Il lui a offert un bâton. Bon, no comment. Là, cette déclaration, il faudra la ressortir dans quelques mois parce qu'il est en train de dire que Bruno Le Maire, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et dans quelques mois, lorsqu'on va revenir vers Monsieur Antoine Armand, lui disant mais Monsieur Antoine Armand, il y a des trous, il y a un trou, il y a un gouffre dans les budgets de l'État. Il va dire ah mais c'est pas ma faute, c'est la faute de mon prédécesseur. Donc on en reparlera dans quelques mois, Monsieur Antoine Armand. Là, tu fais de la lèche devant parce que tu es content d'être ministre et puis voilà, ça te fait plaisir, voilà, pour ta carrière personnelle, etc. Ben, c'est toujours bien d'être ministre, hein. Mais on en reparlera dans quelques mois, quand la France entière va se rendre compte que la France est dans un état pathétique. On va s'attarder sur quelques nominations, notamment la ministre de l'Éducation nationale, qui pour moi me semble être le ministère le plus important d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est comme ça qu'on change profondément un pays et qu'on fait évoluer un pays, c'est par son éducation. Donc cette dame qui est médecin, il me semble, n'a aucune expérience dans l'éducation. Elle est arrivée là, alors on la connaissait pas trop. On va écouter un peu ce qu'elle a à dire. Crucial, vital pour notre pays. Et j'ai conscience de ce qui est attendu de moi. L'arrivée de cette médecin de formation à l'Éducation nationale est une surprise. Inconnue du grand public et des professeurs, sa nomination suscite la colère des syndicats. On voit bien déjà, je ne suis pas trop à m'attarder sur le style des gens, etc. Mais franchement, on dirait la famille Adams, là, les trois. Là. Ils sont totalement déconnectés. Ça, c'est le peuple. Ces gens-là, c'est le peuple. Franchement. Inconnue des professeurs, elle connaît pas du tout le métier d'enseignant. Voilà, je regarde, hein, enfin je regarde. Je lui laisse sa chance, mais déjà qu'elle dise qu'elle va être dans la continuité, c'est que
Elle n'a pas de vision en fait. Ouais, ben on va faire ce qui était avant. Moi, j'ai rien à dire. C'était bien, non, c'était pas bien. Il y avait beaucoup de choses à améliorer, notamment la condition de travail des enseignants, qui est catastrophique aujourd'hui parce que les enseignants ne sont pas assez et qui sont totalement dépassés. Et la place des enfants et des jeunes dans l'éducation, elle n'est plus centrale. On voit qu'il y a beaucoup de décrochage, et notamment dans les quartiers populaires où il y a une réelle inégalité scolaire face à l'école. Et je vous invite à lire un livre, je vais le mettre là, non là, voilà. C'est un ami, Youssef Souidi, qui a écrit ce livre, qui est chercheur, et c'est un véritable travail monstre qu'il a fait pour montrer l'inégalité, notamment dans les écoles, due aux différents milieux sociaux des élèves. Et enfin, Jean-Noël Barrot sur le ministère des Affaires étrangères, où là, la France ne portera toujours pas une voix pour la paix, parce que comme on le voit, c'est quelqu'un qui reste bloqué sur le discours de Netanyahou, qui reste bloqué sur ces choses, notamment à Gaza. Nous soutenons la proposition de paix proposée par le président américain et toute la diplomatie française est mobilisée pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Un cessez-le-feu durable, la libération des otages, l'acheminement de l'aide humanitaire. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce qu'il dit, c'est normal, raisonnable. On veut la paix, on veut qu'il y ait de l'aide humanitaire qui rentre, etc. Voilà. Mais monsieur le député, ne laissons pas croire qu'Israël est la seule partie dans ce conflit. Le Hamas porte une responsabilité très lourde. Alors, rejoignez les efforts de la diplomatie française et condamnez sans appel le comportement du Hamas depuis le 7 octobre. C'est exactement le discours de Netanyahou qui dit c'est pas de notre faute. S'il y a des gens qui meurent, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui les tuons, c'est juste nos bombes, c'est pas nous, hein, mais nos bombes elles sont destinées au Hamas, elles sont pas destinées aux civils. Donc pourquoi les civils sont là, on sait pas, parce que peut-être qu'ils sont dans un territoire où la densité est fortement peuplée et qu'il faudrait faire autrement, peut-être pour agir contre les terroristes que vous voulez arrêter et les otages que vous voulez libérer, il n'y a pas de souci, mais c'est pas au détriment des vieillards, des femmes et des enfants qui n'ont rien fait du tout. Voilà. Donc cet homme ne portera pas haut la voix de la paix parce qu'il ne dira jamais ça, il n'aura jamais le courage de le dire comme la France devrait le dire, parce que la France c'est la voix, fut un temps, hein, ça fait 20 ans maintenant, la voix de la paix, la voix du non-alignement, et voilà. Je repense encore à ce discours de Villepin en 2004 qui disait non à la guerre en Irak. Et aujourd'hui, la France n'est plus du tout une force diplomatique, malheureusement. On peut le redevenir. Historiquement, on l'a été, mais là, ça fait bien longtemps qu'on ne l'est plus depuis Chirac. Donc Sarkozy, ça a été nul. Hollande, ça a été nul. Et puis Macron, ça a été encore pire. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore. Et voilà, pour donner un peu de force et un peu de soutien. Voilà, c'est Actu Politique.